Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, à nos côtés ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Nicolas Gottsman qui nous accompagne également, responsable de la stratégie macro à la financière de la société. Bonsoir. Et Zacharia Darwish avec nous également en plateau. Bonsoir Zacharia. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. L'événement du jour et l'événement de ce début de nouveau semestre, Zacharia, c'est le taux 2 ans américain à plus de 5% qui bat de nouveaux records et qui revient ainsi sur les niveaux, et même un peu au-delà peut-être, les niveaux qu'on connaissait au mois de mars dernier, c'est-à-dire avant le choc SVB. Tout à fait. Alors, on retrouve on a refait tout le chemin en sens inverse. On retrouve la thématique d'une économie qui est plus solide qu'attendue. Rappelons qu'en début d'année, la plus grosse crainte était une crainte d'une récession profonde déclenchée par ce resserrement monétaire. C'était vraiment la thématique. Et cette thématique-là s'éloignait à fur et à mesure qu'on avançait dans l'année. Donc avant le choc SVB, on avait ce jeu de la Fed entre l'inflation et la croissance. Finalement, on retrouve ces mêmes thématiques, c'est-à-dire une économie finalement qui tient plus qu'attendu, et en même temps une inflation qui baisse, mais qui baisse pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait le voir, en tout cas pas au niveau où ce que la Fed soit plus confortable avec le niveau qu'on en observe. Donc ça se traduit comment ? Ça se traduit directement par une anticipation, d'une part, d'une hausse d'intérêt plus élevée que ce qui était prévu auparavant, et aussi de la thématique qu'on appelle le higher for longer, c'est-à-dire maintenir des taux d'intérêt en territoire restrictif encore plus longtemps que ce qui est anticipé par le marché. Tout le discours qu'on a eu post-SVB, alors je ne parle pas du discours sur les quelques jours ou séances où on a pu vraiment se faire peur, mais le discours suivant qui était de dire que ça allait accélérer le resserrement des conditions financières, des conditions de crédit notamment, etc. Finalement, quelques mois après, le marché considère que ou c'est pas suffisant, ou c'est pas ce qui s'est passé. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde les enquêtes de prêts bancaires, on voit que ces enquêtes-là s'effondrent aux États-Unis. Donc on a beaucoup moins de prêts bancaires. Les banques sont plus regardantes, en tout cas les plus petites. Mais ce qui fait qu'au fait, au final, on revient à la base, c'est-à-dire au mandat de la Fed, c'est le marché de l'emploi et l'inflation. Le marché de l'emploi se porte super bien, tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui. Donc, il y a le mandat de l'inflation, on se concentre là-dessus. Et puis le sujet se résume à ce point-là, finalement. Et donc, s'il faut faire un peu machine arrière et se remettre dans l'état d'esprit du mois de mars, par exemple, moi, je me souviens encore assez bien que je crois que c'était même peut-être la veille de la dérive de SVB. Jérôme Powell témoignait devant le Congrès, je crois, le message était les taux directeurs iront peut-être à 6%. Oui, il a pris la casquette. Ça, c'était avant SVB. S'il faut se remettre dans ce contexte-là, est-ce que c'est à nouveau l'ambiance du moment ? Oui, il a repris la casquette de Volcker. En fait, finalement, le mois de mars, ce qui nous a appris, s'il y a quelque chose qui a changé au mois de mars, c'est que l'équation, c'était inflation ou croissance. Finalement, il y a un troisième facteur qui se rajoute, c'est que les effets de bord, en particulier la fragilité du système bancaire, pourraient faire que cette image-là se brouille et que finalement, on favorise la stabilité financière sur autre chose. Là, en fait, on est de plus en plus rassuré sur le fait que le système bancaire se porte bien, que finalement, les effets de bord sont marginaux et gérables. Donc, on se refocalise sur les deux gros du mandat et finalement sur l'inflation, que l'emploi se porte bien. Les priorités, l'ordre des priorités a rechangé là, Nicolas, du point de vue de la Fed. On parlait du R-star, R-double-star, ce taux d'équilibre pour la stabilité financière. C'était un peu le sujet post-SVB en se disant ça va forcément avoir une implication sur le chemin futur de la politique monétaire américaine. Qui est invraisemblable, c'est de regarder même les prévisions qui avaient été faites au mois de mars par la Réserve fédérale. À ce moment-là, la croissance 2023 était estimée à 0,4%. Et des taux directeurs qui étaient censés arriver à 5,25%. Or, on est 3 mois après aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la révision on est passé de 0,4 à 1%, tout en considérant que
les gens de la Fed considèrent qu'ils vont monter les taux à 5,75. C'est-à-dire que malgré des taux plus élevés, la croissance va être plus de 2 fois plus forte que ce qui avait été anticipé au mois de mars. Donc ce qui montre l'incroyable puissance de l'économie américaine aujourd'hui. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de précédent dans l'histoire. Et ça fait des mois qu'on constate et qu'on explique que ça va mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Non, mais c'est ça. Et puis, toujours mieux. Toute la période de la pandémie, ça a été ça. Alors, je crois qu'on est à 14 ou 15 mois consécutifs de surprise à la hausse sur les chiffres de l'emploi. Encore aujourd'hui, on a eu des chiffres donc, à 500 000. Et alors, de bien se rendre compte qu'on a aujourd'hui, donc l'enquête ADP, on a quasiment 500 000 emplois qui ont été créés selon ADP. Donc, on verra une vérification. Il y a une corrélation qui est parfois un peu lâche entre ADP et NFP, l'autre rapport. On verra la confirmation demain ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir donc, éventuellement 500 000 emplois créés avec des salaires qui sont estimés à 6,4% pour ADP. Aujourd'hui, on a une inflation qui est passée à 4% sur le CPI, ce qui veut dire qu'on n'a même plus besoin d'épargne. C'est-à-dire que le niveau de salaire aujourd'hui et de création d'emplois est encore supérieur au niveau d'inflation. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle alimentation d'une nouvelle demande sans avoir besoin de l'épargne qui a été constituée pendant la pandémie. Donc là, on est reparti pour un tour. Donc évidemment, dans ces conditions-là, vous avez une économie qui est absolument en surcharge totale. Là, il y a des salaires réels positifs. Là. Voilà, mais il faut... Oui, voilà, non, mais voilà, on a eu 18 mois de salaires réels très négatifs. Maintenant, ça devient positif. Mais ce qui est encore le plus intéressant, c'est que malgré cette situation de surcharge qui est manifeste, vous avez une inflation qui est en train de baisser. C'est-à-dire que malgré cela, vous avez une inflation qui baisse, ce qui permet, et de voir que la situation en fait, est plutôt pas mal. Enfin, c'est même très satisfaisant. Et si vous arrivez encore à faire baisser encore un peu l'inflation, pourquoi aller attaquer encore une fois une économie qui est aujourd'hui dans une situation tellement brillante pour pouvoir l'affaiblir? Ça n'aurait aucun sens. Si vous retrouvez une inflation qui est dans un range à peu près correct, pourquoi venir attaquer ça? Bon, ça, on verra ça pour la suite. Ensuite, évidemment qu'il faut arriver à faire baisser le niveau d'inflation d'ici la fin de l'année, d'essayer de contrer les excès. Ensuite, on verra justement ça, mais ça, on verra ça pour l'année prochaine, savoir à quel point il faut aller venir freiner tout ça et se priver d'une économie qui est dans une telle situation. Vous êtes plutôt team Blanchard, j'imagine. Ouais. C'est plutôt Waller. C'est plutôt Oui, non, mais Olivier Blanchard qui en remettait une couche dans les Échos en disant pourquoi s'infliger la douleur que nécessiterait l'action de la Fed pour ramener l'inflation de 3 à 2, alors qu'on pourrait très bien vivre avec 3% d'inflation et que personne s'en offusquerait. C'est dit d'ailleurs par un autre qui est Andy Haldane de la Banque d'Angleterre, qui a quitté la Banque d'Angleterre. Ancien chef économiste. Ancien chef économiste qui est pourtant vraiment un faucon de première, il n'y a rien à dire, et qui a fait une tribune en indiquant effectivement que si on revenait dans un range qui est entre 3 et 4%, en fait, c'est le niveau à partir duquel, on va dire, les consommateurs, en fait, ça passe en dessous du radar du niveau d'inquiétude. Donc, si on a une économie qui est bonne à ce niveau-là, pourquoi venir mettre des gens au chômage ou faire baisser les salaires si, en fait, les choses sont satisfaisantes? Bon, on pourra peut-être rouvrir cette question, mais vos commentaires sur la résilience continue, spectaculaire toujours de l'économie américaine, quasiment 18 mois après le début des hausses de taux. Alors, est-ce que le S2 va être quand même, le second semestre va être le moment de vérité quand même, du plein impact de ce choc monétaire qui reste quand même sans précédent, 500 points de base avec toutes les questions de la transmission, etc., qui peuvent se poser. Mais est-ce que c'est le moment de vérité quand même pour l'atterrissage de l'économie américaine, qui pour l'instant semble toujours en lévitation? En ce qui me concerne, je suis plutôt dans le soft landing ou le no landing. Donc le hard landing, c'est plutôt le scénario qui est exclu actuellement. Je pense qu'on hésite entre les deux. Je pense que le ralentissement est quand même inéluctable, malgré les bonnes nouvelles du jour. Il y a quand même deux éléments. Je pense qu'Akarel l'a souligné, on a des banques qui prêtent moins et qui prêtent plus cher. Donc ça, c'est quand même un frein pour un pan de l'économie. Alors, vraisemblablement pas les consommateurs qui aujourd'hui rachètent même de l'immobilier, consomment et autres. Pour les entreprises, c'est quand même inévitablement un frein. Historiquement, on l'a vu. On a eu quand même au mois de juin un accord sur le plafond de la dette aux États-Unis, ce qui va également finalement inviter l'État fédéral à dépenser moins dans les mois à venir. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, on aura deux moteurs économiques qui vont a priori être moins supportifs au cours des mois à venir. Alors, ce sera sans doute pas suffisant pour amener l'économie américaine en récession. Il faudrait pour cela que, en effet, la consommation freine. Il n'en est rien. Salaire réel, évolution positive. Stock d'épargne, on en discute pas mal de manière théorique. Qu'est-ce qui reste? Combien de temps les Américains pourront encore dépenser? Épargne d'excès. Mais finalement, c'est une discussion très théorique. Les salaires augmentent, on est face au plein emploi. Les bas salaires ont surtout, eux, profité des plus hautes hausses de salaire également. Donc, c'est vrai qu'eux n'ont probablement plus d'épargne. On est en des niveaux historiquement bas en termes de chômage pour des catégories afro-américaines ou latino-américaines. Et il ne faut pas être un fin connaisseur de la société américaine pour se rendre compte de ce boost sur la consommation. Il suffit de sortir de chez vous, Grégoire, pour aller voir les artères parisiennes. Les Américains... Les studios de Bismarck, en l'occurrence. Les Américains, comme l'an passé, sont de retour... À deux pas des champs.
sont de retour partout en Europe et ça montre bien évidemment la vigueur de cette économie. Maintenant, je pense qu'il y a une question légitime qui doit être posée par nous collectivement, par la Fed. Est-ce que 3 c'est le nouveau 2 en termes d'inflation? Je pense qu'il y a en tout cas une question à se poser parce que dans le même temps, on a un stock de dette qui, en Europe, aux États-Unis, est tout à fait impressionnant et qu'il faudra réduire d'une manière ou d'une autre. On voit que nos sociétés sont aujourd'hui pas prêtes à faire des concessions sur, en tout cas, tous les bénéfices dont on tire de nos États-providence, quelque part. Donc c'est vrai que je pense qu'auprès des banquiers centraux, auprès des gouvernements, c'est une idée qui doit germer actuellement, de laisser en tout cas l'inflation à un niveau un peu plus élevé que celle auquel on était contraints avant le Covid. Et ça, en tant que stratégiste, ça m'intéresse beaucoup. Mais à la fois, c'est un débat très théorique, très académique pour l'instant. Et chaque fois qu'un banquier central en charge, Durand, Powell ou de Christine Lagarde, est interrogé sur ce sujet, la réponse est quand même très claire. Est-ce que l'idée de bouger la cible ou d'accommoder la cible d'inflation par rapport à une situation économique qui serait encore très positive, est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour Jackson Hole fin août? Ou est-ce que c'est, encore une fois, en tant que stratégiste, quelque chose auquel il faut réfléchir avec un horizon un peu plus long? À certains égards, je pense qu'on a déjà jeté les bases de cette approche. La BCE, c'est plus 1,9, c'est 2. Les États-Unis, c'est une inflation moyenne. On va tolérer une inflation qui dévie de l'objectif plus longtemps pour être sûr que l'inflation soit de retour. Elle l'est. Quelque part dans les commentaires de ces 12-18 derniers mois, on a déjà installé cette idée que 2, c'est pas le seuil qu'on vise à tout prix. Il faudra le formaliser. En tant que stratégiste, je pense pour nous, c'est important. Ça veut dire que ça fait 10-15 ans qu'on vit sans inflation, qu'on vit aussi avec le bénéfice en tout cas, de cette faible inflation, c'est-à-dire qu'on a une faible corrélation entre les marchés obligataires et les marchés actions. Ce qu'on a vécu est assez rare dans l'histoire. Historiquement, cette corrélation négative entre actions et obligations n'a pas toujours été aussi stable et aussi négative. On l'a appris à nos dépens en 2022, mais donc ça veut dire que... On le voit encore aujourd'hui. Lorsqu'on se projette pour la décennie ou deux à venir, sans dire que l'inflation sera en tout cas pas à 0 ou en dessous de 0 comme elle a été au cours de la décennie passée. Donc ça veut dire qu'il faudra composer davantage avec cette inflation, se rendre compte que l'obligataire qui nous pose aujourd'hui à nouveau peut-être problème puisque les taux remontent, sera pas en tout cas l'amortisseur idéal en portefeuille. Donc c'est clair qu'il faudra en allocation stratégique aller chercher de la diversification ailleurs, des thèmes séculaires, des classes d'actifs alternatives et j'en passe. Mais aujourd'hui, clairement, c'est le cœur de nos discussions, nous, avec des investisseurs institutionnels à long terme, c'est de se rendre compte que le moteur obligataire a toujours une place en portefeuille, mais il faut se rendre compte qu'il sera moins opérant en termes de diversification. Oui, c'est plus le 60-40, quoi. Voilà. Non, mais pour dire les choses, oui, il y a le 60-40 d'hier ne sera pas le même demain, quoi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, toutes les maisons, en tout cas, réfléchissent à comment réformer 60-40 ou 50-50. Les alternatives sont une solution. Il y a encore évidemment d'autres options qui sont à notre disposition. Moi, quand je discute avec des investisseurs obligataires, et il y a encore un de vos confrères qui était à votre place, Zakaria, sur l'idée de bouger la cible, effectivement, comme le préconisent certains chercheurs, certains économistes de haut rang. Encore une fois, je cite Olivier Blanchard, son papier avec Ben Bernanke. L'investisseur obligataire que j'écoutais hier, il me dit, mais n'imaginez même pas une seconde que les banques centrales ou que la Fed ne reviendra pas à 2 avant de pouvoir ouvrir cette discussion, peut-être dans la perspective d'un cycle prochain. C'est le même discours que j'allais vous tenir. D'accord, ok. En fait, il faut d'abord y revenir par... Ça serait terrible en termes de crédibilité de dire... Blanchard a l'air de dire que ça ne leur coûterait pas forcément tant que ça, en crédibilité. On a déjà connu cet épisode, dans l'autre sens, avec le Japon, qui n'ont pas réussi à avoir le cible de 2%. Ils ont ouvert le débat, est-ce qu'on collerait pas au 1%? Et en fait, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit juste par un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'en fait, on ne bouge pas la cible parce qu'on pense que la nouvelle cible est meilleure d'un point de vue... C'est à la hausse, c'est pour, par exemple, pour écouler la dette ou diluer la dette ou autre. C'est en fait, on change la cible parce qu'on n'y arrive pas au final. Et c'est ce discours-là, en fait, qui, au final, la Banque centrale est là pour ancrer les anticipations d'inflation. Donc si elle dit, par exemple, si je prends l'exemple de l'Europe, ils disent finalement c'est pas 2, c'est 3. Qu'est-ce qui justifierait que si demain l'inflation reste à 4, on ne dirait pas à 4? Et donc finalement sur le marché, c'est pas sur l'inflation spot, mais sur les anticipations d'inflation à long terme, en fait finalement quand on regarde dans le marché, ça se décompose en deux parties. Il y a une partie qui est ce qu'on attend comme inflation et une partie qui est non négligeable, qui est le risque qu'on n'arrive pas à le réaliser.
Et finalement, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est une partie qui coûte cette assez prime. cher. Ouais. Voilà, la prime d'incertitude sur l'inflation. Et donc, en fait, venir dire aujourd'hui, bon, finalement 3 c'est bien, et ben en fait, on aura peut-être des anticipations d'inflation qui se reflètent, enfin des primes de risque d'inflation qui seraient plutôt de l'ordre de 3,5, 4, 4,5. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est ce risque-là qui pourrait s'installer. Ouais. Et donc, au final, ce serait contraire à l'objectif d'aujourd'hui en fait des banquiers centraux. Et c'est pour ça que, d'un point de vue obligataire, ça semble quelque chose qui n'est pas forcément, imaginable à l'horizon court en tout cas. J'entends. Oui, ce ne sera pas à Jackson Hole, le Jérôme Powell ne va pas nous annoncer qu'il change de cible d'inflation, quoi. Il peut tout annoncer, non, mais voilà. C'est pas ce temps-là, c'est pas cet horizon. Exactement. Nicolas. Non, alors, sinon ça n'arrivera pas à Jackson Hole. Déjà, la Fed aurait la possibilité de le faire, mais je pense qu'il y aurait quand même besoin d'avoir une discussion avec le Congrès. Par contre, ce qui a été lancé depuis 2018, c'est qu'on a lancé un processus de révision de politique monétaire. Donc, ils avaient lancé ça en 2018 avec un résultat qui avait été donné en 2020. À l'époque, c'était Richard Clarida, qui est donc le VP, enfin le numéro 2 de la Fed, qui avait mené toute cette revue, dont le résultat avait été donné donc en août 2020 à Jackson Hole, justement. Ce processus va être relancé, donc il va être maintenant intégré, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on relance ce processus, c'est-à-dire que normalement, à la fin de l'année 2024, on va réouvrir une revue stratégique de la politique monétaire, avec la possibilité éventuelle de modifier les objectifs au cours de l'année 2025. Ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que Clarida était sorti de la Fed, je crois que c'était début de l'année dernière, en fait, dans des discussions, et je crois que c'est aussi sorti dans les articles, c'est que lui considérait à ce moment-là que la Fed serait sans doute dans une position où elle serait proche de 3% à l'horizon 2024-2025, et ce qui serait forcément optimal pour elle de modifier sa cible à partir de ce moment-là, parce que justement la douleur qui pourrait être forcée, enfin de faire baisser l'inflation de 3 c'est 3 à 2 pour être trop douloureuse pour l'économie américaine, et surtout c'est la dernière marche qui est la plus douloureuse pour l'économie et l'activité économique. Ça. Par contre, pour la BCE, alors oui, la question a été posée la semaine dernière à Christine Lagarde, qui a, pour le coup, dans sa réponse, a dit non, pas maintenant, mais c'est un sujet qui peut être évoqué. Et aussi, il y aura une revue de politique monétaire de la stratégie européenne d'ici 2 ans. Donc on pourra peut-être en discuter à ce moment-là. Mais aussi 10 jours, enfin une semaine avant, on avait eu un discours de Isabelle Schnabel qui n'a pas manqué de dire qu'il n'était pas question, même pas de penser à l'idée de pouvoir changer de cible, mais ce qui n'est pas vraiment une surprise du camp allemand. Si je peux juste rajouter par rapport justement aux États-Unis, où il y avait une des conclusions, c'était de se baser sur une inflation moyenne plutôt qu'à un moment moyenne sur le cycle. Voilà. Et en fait, on avait commencé à entendre ça dans les discours de la Fed. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers boucliers de protection quand il y a eu le début de l'inflation qui est lié à la partie de l'offre. Mais en fait, ça a tenu quoi ? Ça a tenu 3 mois. Oui. En fait, les consommateurs n'étaient pas contents, le Congrès n'était pas content, le président n'était pas content, et finalement, on a fini par céder et s'installer dans une politique. Non, il faut combattre l'inflation tout de suite. Certains diront tant mieux, parce que ça fait déjà perdre un peu de temps à la Fed au démarrage. Heureusement qu'elle n'en a pas perdu plus, peut-être, dans sa mise en action. Oui, j'abonde dans le sens de Nicolas, dans le sens où, en fait, ce changement-là, ça ne peut pas être facile. En fait, il ne sera pas facile à implémenter, parce que si tout le monde n'est pas d'accord autour de la table, c'est un process qui ne pourra pas s'installer dans la durée. Et au premier choc, dans un sens ou dans l'autre, ça fera que cette position-là serait challengée. Non, et puis c'est vrai qu'on comprend que la bataille n'est pas finie quand même. En tout cas, pour la Fed, on est proche toujours, effectivement, mais on voit bien... par contre, il y a une évolution absolument gigantesque depuis 10 ans dans le milieu académique, et je pense même au sein des banquiers centraux. C'est une question qui ne se posait même pas il y a 10 ans. Alors, il y a un chemin qui a été énorme, qui a été parcouru. Quand on regarde aussi qui compose les boards, notamment de la Fed, quand on voit le prochain VP, Philip Jefferson, qui est vraiment, lui, son travail vraiment est de travailler sur comment marche une économie à haut régime, et donc en fait avec une volonté de placer l'économie américaine en sur-régime permanent, ce qui est quand même, on va dire, une indication pour la suite des opérations. Est-ce que la résilience de l'économie américaine, ça peut correspondre aussi à un moment d'élargissement du rallye boursier, pour dire les choses, Vincent? Alors, la séance du jour est un peu à l'envers de ce qu'on raconte, parce que les actions se prennent un petit pain avec la hausse des taux, mais l'autre phénomène qui a accompagné la résilience économique américaine, ça a été quand même ce phénomène de concentration autour de 7, 8 magnifiques, comme on les appelle désormais. 40% la hausse du Nasdaq de 40% est essentiellement liée à ce groupe de valeurs très spécifique. Est-ce qu'il faut attendre, sur fond de résilience persistante de l'économie américaine, est-ce qu'il faut attendre un élargissement de la participation à la hausse des marchés actions ?
Je le pense. Alors, pour être très clair, on est neutre sur les actions américaines pour le second semestre. Donc, ça veut dire un peu ni l'un ni l'autre. Par contre, tout le monde dresse ce constat, évidemment, que la performance a été drivée par une partie relativement restreinte du marché à la hausse. Les techs et le sujet IA que vous traiterez dans quelques instants. Par contre, on voit depuis le début de mois de juin que cet élargissement déjà s'opère à certains égards. On le voit notamment sur les petites capitalisations. Alors, pour le coup, je l'observe, ce n'est pas un pari qu'on fait pour le second semestre. Je pense qu'il y a toujours aussi cette idée de décélération de l'économie américaine, l'augmentation des taux et autres qui pourrait être, à mon avis, plus pénalisante pour les petites et moyennes capitalisations. Néanmoins, le mouvement est là. Donc l'élargissement, on l'a vu ces dernières semaines. Et finalement, si l'ensemble de l'économie américaine répond bien, si on a des bons chiffres sur l'emploi aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une réalité économique qui dépasse largement, en tout cas, ces 10 valeurs qui, en tout cas, performent pour des raisons plutôt pour des espoirs futurs que pour une réalité économique sous-jacente actuelle. Donc, le potentiel d'élargissement, il est là. En tout cas, derrière une position neutre que nous défendons, il y a cette idée de dire qu'indépendamment d'un marché qui semble cher, fois les bénéfices attendus, si on prend le S&P 500 dans son ensemble, et si on met ces 10 valeurs de côté, on n'a plus que 15 fois, il y a sans doute matière à travailler sur le reste dans une économie qui n'est pas au bord du précipice. Donc ça, je pense que c'est le scénario de beaucoup de stratégistes US Equity, c'est de se dire, OK, on verra dans l'IA et autres, ce qui, en tout cas, me convient de conserver. Mais je pense qu'il y a pas mal d'opportunités sur d'autres secteurs qui sont restés à la traîne, soins de santé, haute consommation et que sais-je. Où là, il y a donc neutre sur les actions américaines, c'est une manière de dire attention peut-être au hot stock du moment et par contre regardez le S&P 490. Voilà, sans les mettre tous dans le même sac, mais certainement, je pense que les stratégies long-short sur le marché américain sont aujourd'hui celles qu'on met en avant. L'idée est d'être pas trop sensible au bêta de marché, à sa directionnalité, mais d'aller réellement chercher, profiter de cette résilience économique pour regarder sur les 490 hautes valeurs, lesquelles pourraient en effet bénéficier de cette résilience. Et au-delà de ça, notons ce qui nous surprend, ce rebond en tout cas, on verra dans les prochains jours, mais enfin, qui est clair, et cette surperformance très claire des small caps depuis le début du mois de juin, je crois qu'on fait 8% à la clôture d'hier, c'est 250 points de base de plus que le S&P 500. De ce point de vue-là, le mois de juin, effectivement, a été intéressant en termes de dynamique de marché. Sur le front de l'obligataire américain, alors malgré le regain de tension aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans l'idée chez CPR quand même de pouvoir prendre un peu de duration maintenant sur ce marché obligataire américain, Zakaria ? Aujourd'hui encore plus hier. C'est ça. Là, il y a un point d'entrée nouveau pour renforcer les positions un peu de duration. Les taux courts, au final, aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 5%. On revient, au final, comme vous l'avez souligné, vers les plus hauts de mars. On se dit qu'au fait, dans un marché où, justement, sur la partie action, on se dit qu'il y a une partie de la performance qui est assez importante qui a été faite. Et en fait, vous êtes payé pour attendre, quoi, entre guillemets, et que 5%, pour un investisseur en dollars, c'est pas du tout négligeable. Donc il y a cette logique-là. Il y a une deuxième logique de se dire que sur la partie, justement, sur la partie obligataire, le plus gros du chemin en termes de resserrement est a priori fait, et qu'on est plutôt sur une stabilisation et voir dans un scénario alternatif de récession plus marquée, qu'on se retrouve en fait qu'on retrouve de la valeur dans le marché obligataire. L'autre chose qu'il faut que nous on garde en tête, c'est que finalement en fait la Fed là, elle est dans un cycle de resserrement qui est assez marqué. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, que l'impact en fait, de ce resserrement, c'est 12 à 18 mois, donc on y arrive quelque part, et qu'à un moment ou à un autre, la Fed va pas aller dans de l'assouplissement monétaire, mais au moins de faire revenir les taux directeurs vers un niveau neutre, vers de la neutralité. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dans un horizon de temps qui est beaucoup moins loin qu'avant. On n'est plus aussi remote, justement, vu la dynamique qui s'installe sur l'inflation. Si on regarde la situation en Europe et en zone euro, Nicolas, donc on marque les 1 an de la première hausse de taux de la BCE, je crois que c'était juillet 2022, avec un démarrage à 50 points de base d'ailleurs. C'est ça. 1 an après, les prix à la production affichent un print négatif year on year. On a vu le PPI, donc l'indice des prix à la production, par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a 1 an,
en baisse de 1,5%. Oui, il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui montrent une inflation qui baisse assez fortement en zone euro. Donc le PPI, comme vous le dites, l'inflation énergie a pas mal baissé aussi. Même si je prends d'ailleurs le CPI, qui est le HICP européen, si je regarde les 3 derniers mois et que j'annualise, j'ai une inflation de 1,8%. Donc on va dire global. Oui, ouais. Global, ce qui est quand même plutôt favorable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on expliquait sur l'économie américaine, justement cette situation de surcharge qui existe aux États-Unis, en fait n'existe pas en zone euro. Et pourtant, la réaction de la Banque centrale est la même que celle des États-Unis. Donc il y a véritablement, à mon avis, un problème de diagnostic dans la situation. Si je regarde, je pense que le seul point qui permet de considérer que la zone euro serait éventuellement en situation d'excès, ce serait les créations d'emplois. Alors effectivement, quand on regarde les créations d'emplois, en zone euro, on a créé 4,6 millions d'emplois depuis fin 2019, ce qui est colossal. Mais malgré cette création d'emplois-là, si j'agrège l'ensemble des salaires européens, en fait, on est en perte de pouvoir d'achat total. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés européens ne sont pas capables de consommer au niveau qu'ils consommaient en 2019. Alors qu'aux États-Unis, on est en consommation, on est à plus 8%. Donc il y a un décalage qui est énorme entre les deux zones. Donc on n'a pas de relais sur la consommation. Les niveaux de salaire aujourd'hui, ils sont peut-être de 5%, mais ils ne sont encore pas suffisants en tout cas pour venir couvrir le niveau d'inflation. Donc on ne peut pas espérer de gains de pouvoir d'achat gigantesques d'ici la fin de l'année ou même pour les prochaines années. Quand on regarde du côté investissement, en fait, on se rend compte que le crédit est au point mort depuis le mois de septembre dernier. Donc là, on suit, on ne peut pas attendre de miracle de ce côté-là. Et on sait que les gouvernements veulent couper les dépenses, notamment en Allemagne, ce qui a déjà eu lieu lors du Q1 2023, qui a été absolument gigantesque comme baisse de la dépense, ce qui a d'ailleurs permis à faire décaler vers le bas l'économie allemande et aussi à plonger l'économie européenne en territoire négatif. Donc en fait, on ne voit pas de relais de croissance. Le seul relais de croissance qu'on a aujourd'hui au sein de la zone euro, c'est le consommateur américain. Les exports de services, donc le tourisme, ce genre de choses, et la baisse des imports, c'est-à-dire que la faiblesse de la demande européenne fait baisser les imports, et donc mécaniquement, votre balance commerciale favorise le niveau de PIB. Mais en fait, quand vous regardez votre demande interne, on est en territoire négatif depuis 2 trimestres, et en fait, on a une économie qui stagne, qui reste à son niveau de 2019, alors que les États-Unis sont caracoles en tête depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce qui les inquiète ? Les Européens ? Oui, non, la BCE en l'occurrence. Enfin, pourquoi ils sont prêts ? Alors, est-ce qu'ils affichent un discours encore aussi agressif pour une question de stratégie, de bonne transmission de la politique monétaire, maintenir quand même une tension sur les conditions monétaires et les conditions financières ou Je pense que c'est vraiment une question de philosophie. Je pense que le banquier central américain voit le consommateur et le salarié comme un actif qui va soutenir la demande. Je pense qu'en zone euro, on voit le consommateur ou le salarié comme un coût par rapport à une situation qui est une zone euro dont l'objectif est d'exporter au maximum. Et donc, à partir du moment où vous voyez les choses comme un coût et non pas comme un actif, et ben vous voulez serrer les vis autant que possible pour pouvoir continuer à avoir un modèle exportateur qui va avoir du succès pour la suite. Et quand on voit les arguments qui ont été développés tout au long de l'année dernière par les gens de la BCE, je pense que les choses sont assez claires. Maintenant, le dernier point, c'était sur le coût unitaire du travail. Et là, c'est assez grotesque. Enfin, pour le coup, c'est en fait le coût unitaire du travail, la façon de le calculer, en fait, revient en fait à peu près à mesurer le déflateur du PIB. Ce qui vous fait, en fait, vous prévoyez une inflation forte parce que l'inflation passée était forte. Et en fait, donc, on va dire, ça n'a pas beaucoup de sens en termes d'arguments économiques pour pouvoir justifier la situation. Et donc, vous continuez ça, malgré, on va dire, une économie qui est vraiment faible. Et je pense qu'il n'y a absolument aucune espèce de doute. Si les États-Unis étaient aujourd'hui dans la situation européenne en termes d'activité, ils n'auraient pas la réaction qu'a la BCE aujourd'hui vis-à-vis de l'économie. Il y a aussi la manière dont les salaires sont négociés en Europe, très centralisés, avec des relations partenaires sociaux, entreprises, etc. Mais malgré ça ancre des hausses de salaire. C'est déjà écrit en Allemagne pour un certain nombre de secteurs d'industrie publique et privée. D'ailleurs, c'est écrit pour 2 ans. Ça, la BCE, elle le voit bien, elle le sait bien. Elle le voit bien, mais comme le dit Christine Lagarde dans son dernier discours, elle considère que, selon les calculs qu'ils font aujourd'hui, c'est que malgré ces hausses de salaire, ils considèrent que, en gros, le salaire les salariés européens ne retrouveront leur niveau de pouvoir d'achat pré-pandémique que fin 2025, c'est-à-dire une stagnation de 6 ans. Mais ça, apparemment, ça les satisfait. Vincent, sur la situation européenne. Bon, elle est compliquée. Je souscris à beaucoup du constat que Nicolas vient de dresser. Je suis peut-être personnellement un peu plus inquiet sur les salaires et peut-être du Delors plus en ligne avec la ligne peut-être un peu dure de la BCE sur cet aspect-là. Je pense pas, en tout cas parce que ça a été une erreur d'appréciation de notre point de vue, c'était de se dire que finalement des gouvernements comme le gouvernement français avaient finalement bien encadré cette crise énergétique pour éviter d'avoir ce phénomène de
boucle prix-salaire qui, il faut quand même l'admettre, s'est installée en Europe, même dans les zones qui avaient bien protégé leur population. Donc ça, c'est vrai que je note, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un sujet d'inquiétude, et c'est ce qui, quelque part, crée, à mon avis, cet emballement ici sur l'inflation, et qui doit, à mon avis, être finalement abordé. Alors, je ne dis pas qu'il faut arriver avec une politique monétaire qui nous amènerait des taux, comme on l'entend parfois, et parfois sur votre plateau aussi, proche des 5% au niveau des taux directeurs de la BCE. Je pense qu'on n'en est pas là, mais enfin, qui, à mon avis, justifie que la BCE prenne aujourd'hui le contre-pied de la Fed et finalement réalise encore dans les mois qui viennent plus de hausses de taux que ce que ne le fera la Fed. Et alors sur le modèle exportateur européen, c'est vrai que bon, il faudra choisir ses batailles. On veut un euro plus fort pour lutter contre l'inflation. Est-ce qu'on veut vraiment un euro plus faible pour relancer la croissance? Aujourd'hui, j'ai l'impression que la BCE, en effet, privilégie la lutte contre l'inflation et l'euro fort au détriment, justement, de se relancer par les exportations. Il est vrai aussi que nos marchés d'exportation sont un petit peu faiblards pour l'instant. On n'a pas encore évoqué le cas de la Chine pour l'instant, mais on va le faire tout de suite, j'en suis sûr. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, en tout cas, une priorité à donner à l'inflation de ce point de vue-là. Néanmoins, moi, je trouve que sur l'Europe, ce qui me ravit chaque jour aujourd'hui, c'est que depuis que je fais ce métier, depuis que je suis économiste, j'ai quand même rarement vu un marché européen avec une situation de quasi plein emploi. Aujourd'hui, les Européens râlent pour tout et n'importe quoi, mais enfin, ils ont quand même la perspective de garder leur emploi dans les mois à venir. C'est quand même suffisamment rare que pour le souligner. Et quelque part, c'est aussi quelque chose de nouveau pour la BCE. On a finalement des marchés comme la France, comme la Belgique, qui avaient des taux de chômage 2 fois le niveau des États-Unis en permanence. Et maintenant, objectivement, les employeurs ne se savent plus où donner de la tête. Pour la BCE que c'est même pas dans le mandat, l'emploi. Donc, il faut quand même, bon, laissons à la BCE qu'elle est confrontée à une situation inouïe sur l'énergie. Alors ça s'améliore, on aura encore des effets de base positifs cet été, mais sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, plus personne ne comprend, même si les démographes nous avaient annoncé, évidemment, depuis bien longtemps, cette situation, finalement, de baisse de la population active, de départ à la retraite des baby-boomers et autres. Mais c'est vrai que nous tous, ici, sur ce plateau, on l'a quand même un peu redécouvert ces 18 derniers mois. Et aujourd'hui, on vient de publier chez JP Morgan Asset Management notre recherche trimestrielle, notre guide des marchés. On a consacré l'une des 100 pages justement à ces développements démographiques. Ah, mais bien sûr. Et, ça coûte très cher à la population active en Allemagne. C'est-à-dire que le paquebot, évidemment, les tendances démographiques sont longues, lourdes, elles sont très bien identifiées, documentées, etc. Mais à un moment, le choc se matérialise. Et là, on est à ce moment-là aussi pour beaucoup de pays. Oui, et en même temps, on ne peut absolument pas être définitif sur la question. Encore une fois, le sujet qui sera traité une fois que nous aurons quitté votre plateau est peut-être disruptif d'ailleurs pour les marchés du travail. On n'en sait rien à ce stade. Alors on attend un petit peu, enfin énormément au vu de l'envolée du S&P 500 sur ce sujet. Mais c'est vrai, dans quelle mesure l'IA et le développement technologique aura un impact. Pour l'instant, ça profite à ceux qui fabriquent les pelles et les pioches. On est d'accord, voilà. mais enfin, bon, moi j'ai déjà vu dans le monde de la presse, quantité d'articles rédigés par l'IA. J'ai déjà vu finalement des présentateurs et présentatrices météo en avatar et que sais-je. Mais il faut aussi se réaliser qu'on est aujourd'hui très inquiet sur ces développements démographiques et dans 2 ans, on reparlera sur ce plateau du chômage de masse parce qu'on est tous remplacés par des algorithmes. De manière plus triviale, je voulais qu'on dise un mot de la réduction du bilan de la BCE là, qui a pris un sacré coup d'accélérateur avec le repayement par les banques des opérations de liquidité dont elles ont bénéficié pendant plusieurs années. C'est 500 milliards quasiment qui ont été repayés et donc qui s'effacent du bilan de la BCE, c'est ça Voilà, tout à fait. Donc le quantitative tightening, si on et ça s'est bien passé. Comment ça s'est absorbé par le marché? Donc on observait avec beaucoup d'attentes les impacts et au fait ce fut un non-événement pour dire ça de façon très résumée. Un non-événement, donc 500 milliards remboursés en juin. Là aussi quelque chose d'inédit. Avec zéro impact sur les marchés interbancaires, avec zéro banque qui viennent se refinancer au guichet de la BCE. Il faut dire aussi que le marché de l'émission primaire sur la partie financière a été très actif en début d'année, même s'il y a eu l'épisode Crédit Suisse où en fait on a eu un stop, une pause en fait, dans les émissions. Mais globalement, les banques ont pu très bien se refinancer avec de bonnes conditions et il n'y a vraiment pas de sujet au fait de financement des banques européennes. On peut c'est une façon de plus de voir que voilà. Ça dit aussi que peut-être il y a
peut-être encore un bel excès de liquidité dans le système pour que ressortir 500 milliards comme ça du jour au lendemain ait quasiment zéro impact. Donc pour un faucon de la BCE, j'imagine que c'est feu vert pour continuer sur le bilan, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, on peut faire beaucoup de critiques à la BCE, mais une des choses qu'ils ont réussi, c'est vraiment éliminer cette fragmentation. Mais... Que ce soit au niveau des États ou au niveau de la zone. Enfin, on revient de très 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 loin. Et même si on a des sujets sur certaines économies, finalement aujourd'hui, la zone euro, d'un point de vue purement financier, on la voit comme étant unique. Très clairement. Si on parle beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui, c'est parce que ça va bien en Italie, ça va très bien au Portugal, ça va bien en Espagne, ça va très bien en Grèce. Et même en France. Bon, alors attention, on en reparle dans 6 mois. Mais en tout cas, sur le quantitative easing, Janet Yellen avait raison. On se demandait si... le quantitative tightening, c'est ça ? Le quantitative tightening, ce sera aussi trépidant que cela. En l'occurrence, le mois de juin est là pour l'illustrer. Croisons les doigts pour que ça continue. Oui, enfin, il faut dire un petit mot de la Chine, mais alors rapide. Je sais pas, ça vous intéresse, la Blinken, Yellen, coup sur coup en un mois, qui sont en visite en Chine, ça envoie un petit message de on se parle, quoi. C'est un peu gentil, Nicolas. Mauvais flic. Blinken a eu sans doute un discours un peu plus dur. Je pense que Yellen y va avec un passif vis-à-vis de la Chine qui est plutôt, je dirais pas favorable, mais plutôt doux vis-à-vis des autorités chinoises. Au sein de l'administration Biden, Yellen joue un rôle de colombe qui cherche à préserver la face chinoise, quoi. C'est ça, et historiquement, le Trésor, généralement, est plutôt en soutien. Voilà. Ensuite, parce qu'il y a tous les treasuries collés à la Banque centrale chinoise, non? J'en sais rien. Ils ont déjà bien réduit aussi. Oui, ils ont réduit chez eux, mais en fait, ils passent par les agences européennes, notamment en Belgique, pour acheter des actifs. En fait, ils n'ont pas le choix, en fait, parce que quand vous avez des actifs, vous avez besoin de les investir, et notamment en dollars. Et voilà. Mais donc, je pense qu'il y a sans doute un rôle un peu d'apaisement qui va essayer d'être mis en place, notamment avec le début des restrictions qui ont commencé par la Chine. Donc peut-être qu'on va essayer, mais je ne pense pas que ça modifiera véritablement la politique qui, par contre, est plutôt va dans un sens plutôt de durcissement, a priori des deux côtés. Et quand on voit que les élections approchent et quand on voit la tonalité qui est imprimée par les Républicains aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ça change. Sur le plan de l'investissement, la Chine, là, déception macro du premier semestre, déception boursière également, avec des indices chinois qui sont quand même bien retombés à des niveaux de valorisation. Alors, on m'a dit hier qu'ils commencent à chatouiller. Oui, c'est difficile d'être très positif sur la Chine pour l'instant lorsqu'on voit les données macroéconomiques. Mais enfin, au plus elles sont mauvaises, au plus on se dit qu'il y a quelque chose qui va bouger. En tout cas, sur le plan diplomatique, on sent déjà que la Chine est quand même mal à l'aise et se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Donc déjà, essayer de se raccommoder quelque peu avec les États-Unis et restaurer un semblant de confiance auprès de la communauté des investisseurs globaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des investisseurs qui veulent encore réellement prendre un risque sur la Chine. Soit un risque de marché ou un risque local d'implantation. Quelles sont les entreprises qui n'ont pas été échaudées avec la nouvelle loi sur la protection de données en Chine et autres. On ne sait plus si on peut encore envoyer un mail depuis Shanghai jusqu'à New York aujourd'hui. Donc ça devient quand même un peu difficile. Je pense que la Chine doit rassurer. Les États-Unis doivent essayer aussi d'apaiser les choses de manière générale. La multitude de ces entretiens me fait dire qu'en tous les cas, il y a une prise de conscience du problème. Il y a eu, à certains égards, en tout cas des gages donnés à la communauté financière. Les marchés qui restent hyper bons marchés. Donc il y a bien un moment où, ce sera le moment. Alors je ne dis pas que c'est... Aujourd'hui, on est, nous, plutôt prudents sur la Chine. Il y a des secteurs qui valent évidemment l'intérêt aujourd'hui en Chine. Je le dis toujours sur ce plateau, la transition énergétique. C'est d'ailleurs la seule objectif communication économique qu'on a de Pékin aujourd'hui. Je veux dire, c'est leur mantra. Donc, en novembre, à l'occasion notamment du congrès du Parti communiste chinois, c'est la seule, en tout cas, politique économique qui avait été évoquée. Et aujourd'hui, c'est le seul secteur qui aujourd'hui est un peu digne d'intérêt, à mon avis. Renouvelables et véhicules électriques sont deux secteurs massivement soutenus et subventionnés aujourd'hui par les autorités chinoises. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Zakaria Darwish, CPR Asset Management, étaient les invités de Planète Marché.